Mesdames, Messieurs, nous allons reprendre la conférence. On a un agenda chargé, donc on va essayer de faire de notre mieux pour vous amener au lunch à l'heure convenue. Peut-être, Craig, si tu veux faire venir les gens qui sont encore en haut, on va débuter. Donc, l'idée du panel d'ouverture aujourd'hui, c'est de faire un survol, en fait, des enjeux à très haut niveau qui seront discutés tout au long de la journée, soit les derniers développements dans les marchés du carbone, le marché de la foresterie, de la science, mais aussi des frameworks internationaux et aussi de l'eau. Donc, pour cela, nous avons réuni un panel, en fait, d'expertes dans le domaine. Je vais commencer dans l'ordre, en fait, dans lequel elles vont passer. Donc, ma collègue Lenka Martinec, associée directrice chez Sustainable Market Strategies et Nordis Capital, aussi graduée d'HEC Montréal, doit-on le souligner, puisque nous y sommes. On a ensuite Evelyne Tifo, professeure titulaire à la Faculté de foresterie de l'Université Laval, qui va nous entretenir des forêts. Et on a Geneviève Grenon, qui est conseillère principale en investissement responsable chez Desjardins Gestion internationale d'actifs. Donc, Lenka et Geneviève feront leur présentation en anglais et Evelyne fera sa présentation en français. Donc, c'est très important pour nous aussi qu'on mette la table, en fait, pour voir ce de quoi on va discuter, quels sont les éléments récents dans l'actualité qui motivent, en fait, la conversation qu'on a aujourd'hui. Et pour ça, je vais inviter ma collègue Lenka à me prendre le micro. Merci, Lenka. Thank you very much for listening to us again this year. I'm an economist by training. I spent about 20 years of my career doing financial markets. In financial markets and economics, everything has a price, right? So anything I was looking at forecasting for our clients, whether it be housing, equity markets, bond markets, currencies, everything has a price. Everything you can attach a discounted cash flow to, usually to end up with some sort of valuation. When I made the move to sustainable market strategies, when I got involved in sustainability 6 months ago, one of the most astounding things to me was the amount of things that we should be caring about that simply don't have a price. So when we all listened to Grégoire this morning from BMO talk about this ability to measure or price externalities, my first slide here today looks at a bunch of different environmental assets that, my big green check marks there are things that they could be renewable, they may not be renewable, but they certainly have a price. They're things that we can trade, that we can, put some sort of value on. So in the case of my first two examples here, we've got oil and metals. Obviously, markets are extremely deep, extremely liquid, very, very, very easy to invest in. Then we go down a little bit to the list, the first squiggly yellow line there, and my little comment, yes, but. Well, we can trade water. We can put a value or a price on some water. Water rights are now traded in some places, mostly related to agriculture. And so there is some sort of, some ability there. And then we go further down my list. So the things where I have the big red crosses. I'm going to use the example here of pollination. So this is a category inside of ecosystem services. I'm just going to throw out some numbers using the U.S. as an example. In the U.S., I think it's about $14 billion of agriculture relies on pollination. 80% of that pollination. So when I talk about agriculture in the terms of pollination, I'm not talking about flowers, planting flowers. I'm talking about things like potatoes, canola, strawberries. $14 billion of stuff that we eat that if it wasn't pollinated, we couldn't transform it into something that's economic. And so 80% of that pollination happens through native bees. So 20% roughly is honeybees that we can purchase, that we can import from New Zealand or Australia to do the job for us. But 80% of it is done by nature for free. And we don't really value that. We don't know how to put a price on that. So again, I'm going to put my economics hat back on, and I'm going to say, okay, what do we do in this environment? Well, we look for substitutes. What would it cost us if we had something else that we could replace the native bees or the native pollinators with? We can do this in the case of pollination. By the way, there's lots of environmental assets where we simply don't have substitutes, but the substitute here is actually manual pollination.
So this is actually individuals. It happens in some parts of China where there's no native pollinators left. Workers will go around and actually hand pollinate apple trees. It takes one tree, one worker, one tree, one day. So you can talk about, how productive this is. We do have robots that can do it as well. They're less productive than the humans. So we can talk about innovation. Certainly there's room to innovate here. But my point is, I think I've belabored it enough now. The pricing, the substitute, it's not always an option. So these are the kind of, where we are, I think, in terms of pricing environmental assets. I should stop and say it's not true that everything that has a price has value, and not everything that has value, of course, has a price. But I think where we are in terms of the intersection between financial markets, economics, and environmental or physical assets, there is more that we can be doing in terms of pricing. So how the day today, if you've sort of noticed, my colleague Francois talked about the rest of the day will be divided into two tracks. This track that is essentially, one is carbon and the other one is natural capital. Well, for me, how that kind of, fleshes out in terms of these two columns. Track one, we're interested in markets that actually have a price. So carbon does have a price. We can argue about whether that price is high enough to be effective, whether it's established enough. But we're on a good track here. We can price what carbon is, and we can have financial incentives or disincentives in order for emissions related to that. On the flip side, the second track that we're going to do today is natural capital, and this is the area if you're interested in exploring more about assets that. The price is either murky, it doesn't exist. Track two is more for you today. So I'm just going to say a couple words on each of those tracks before I pass it over to my co-panelists here. The first one is on carbon. So this is a market that I mentioned, I think is by and large in terms of pricing signal is fairly effective. This chart shows where we are in terms of global emissions that are covered by some sort of carbon scheme or tax. So today, 28% of all the emissions in the world, if you trust the World Bank data, is covered by some sort of carbon scheme. You can see that the number today is lower than it was last year. That is, I think, 95% responsible for the federal carbon tax in Canada being abolished. So if you think that policy doesn't matter, well, this is one area where we can see a little bit of evidence that actually in terms of trading schemes, there is something going on. For those of you that were in the room last year when we did this conference, I would actually say on the carbon side, we've made a lot of progress. I don't know if you remember, but last year there was an awful lot of uncertainty in this room about the policy around carbon. So would Trump be able to abolish the cap and trade program in the US or not? What would Quebec do? How would they respond? And I would actually say, given where we were a year ago, we're in a pretty good spot, right? California has doubled down on their efforts. We're having a big workshop later on in the month where Quebec and California will sit down and flesh out the details. So, and quite frankly, the other thing that's kind of important here is that carbon prices are higher than they were this time last year. For the investors in the room, this is one of my absolute favorite charts, why you should invest in carbon, why you should care. If your portfolio today is tilted towards gold and AI, and maybe some Bitcoin or whatever, this chart is basically shows how carbon can be a bit of a diversifier in your portfolio. So the fact that we even have data on carbon as an asset class, I think is just a testament to how far we've come in the last 10 years in terms of the developing of investing in nature or investing in carbon. Okay, so I'm going to switch very, very quickly gears. So that's sort of the positive news on where we are in terms of a market, an environmental market that is fairly successful. On the flip side, so our second track, I mentioned this is the track where we need help getting prices to be more transparent, less murky. Maybe we won't have prices, but some way of understanding where the value is in nature. This is just kind of an overview chart. Part of what we're doing here in terms of water will probably never be priced. And that's because water, of course, is a basic human right. We can't turn it into a tradable commodity all of the time. That being said, there is a lot that we can do in terms of, just price transparency. So
Probably a lot of people here from Montreal, so it's a bit of a cheat question. But I'm going to say there's still maybe 30 or 40% of you that don't know where your water comes from. And if you do know where your water comes from, that comes from your tap, you probably have no idea how much it costs to get there. And so just from that perspective, this idea about price transparency, I think we have big steps to make, and that leads into how we can turn this into a market. The other last point, because it was already made this morning, I think quite clear from my colleague François, why we need to have more about price transparency and why this conference. On the natural capital side, I've been living now in Quebec for 20 years, and I think that most of us probably expected that with all of the natural resources that we have here, it would be a place that would be relatively hidden from climate change. And obviously we had the 2023 wildfires that are basically not over. I don't know, like Laurentians, there's, every weekend there's every week I hear more stories and more fires in the month of October. And of course on the water side, François already mentioned, we don't price water here quite simply at all. And so there's a lot of work to be done on that track. And we have these great specialists. That's my segue to pass it over to my co-panelists. Il y avait d'autres diapos avant. OK, merci. Donc, moi, je suis professeure en écologie forestière et en aménagement forestier et pas du tout en économique, et ça va devenir assez évident assez rapidement pour vous tous, j'imagine. Donc, je suis ici pour vous parler de foresterie. Je voulais commencer avec cette image-là, en fait, qui exprime les trois rôles principaux du secteur forestier. En fait, c'est les trois actions qui ont été identifiées par le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat pour le secteur forestier dans un contexte de lutte contre les changements climatiques. Donc, d'abord, le secteur forestier, il y a le territoire forestier. Le territoire forestier, les forêts, ils servent à séquestrer, stocker le carbone atmosphérique. Donc, par la photosynthèse, ils séquestrent et stockent le carbone dans les écosystèmes. Ensuite, les écosystèmes forestiers, on peut les aménager, en faire des produits du bois. Ça nous permet de transférer du carbone, de la biomasse des écosystèmes vers les produits du bois. Et ces produits du bois-là vont stocker leur carbone pendant leur durée de vie. Ensuite, ces produits du bois-là, ils servent à répondre aux besoins des sociétés en matériaux et en énergie. Et quand on utilise des matériaux provenant de la forêt, ça veut dire qu'on n'utilise pas des produits non renouvelables et d'origine fossile. Donc, les produits du bois, leur rôle, c'est de répondre aux besoins des humains en matériaux et en énergie en remplacement des produits d'origine fossile. Donc ça, c'est la partie, le cadre théorique du rôle de la foresterie. Un coup qu'on a dit ça, puis qu'on ramène ça sur le terrain d'un point de vue pratique, donc pour les aménagistes, on se ramasse un peu avec une contradiction entre l'idée, est-ce qu'on doit aménager les forêts en vue d'une séquestration maximale en forêt, donc s'assurer que c'est le plus gros puits carbone possible. Et c'est beaucoup ce qu'on voit avec le marché des crédits carbone forestiers. C'est des projets de plantation, de protection des forêts. Donc, on veut maximiser le stockage de carbone dans les écosystèmes. Et d'un autre côté, on a l'idée que on veut des produits du bois pour répondre aux besoins des humains. Et donc, c'est là que le marché des produits du bois se situe plutôt dans cet aspect-là. Donc, on voit ça un peu comme une contradiction. Et comme aménagiste, on le vit à tous les jours sur le terrain. L'idée, est-ce qu'on doit plutôt essayer de faire des actions de protection, de restauration des forêts ou d'aménagement, de récolte active pour fournir des produits du bois? Mais en réalité, est-ce qu'on est capable de faire les deux? Donc ça, on essaie de faire ça, l'idée de, OK, est-ce qu'on doit essayer de séquestrer du carbone en forêt, fournir des produits du bois? Quelques éléments de contexte qui viennent complexifier encore plus le secteur forestier ou le rôle des aménagistes, le rôle de l'aménagement forestier. C'est tout le contexte autour des crédits carbone forestiers. Je vous apprends rien que les crédits carbone forestiers ont plutôt mauvaise presse. Ça, c'est un article assez récent qui était très vitriolique contre les marchés du carbone forestier, qui disent que c'est en grande partie de la frime. C'est
cet article-là a été contesté par plein d'autres, mais ça reste que l'idée des crédits carbone forestiers a été contestée dans le grand public que dans la science. Donc, l'idée des crédits carbone forestiers n'a pas nécessairement bonne presse. Donc, c'est une prise contre le secteur forestier. Les feux de forêt, on en a parlé un petit peu plus tôt aujourd'hui. Une grande quantité du carbone qui était stocké dans les forêts canadiennes est partie en fumée au cours de la dernière décennie. Donc, l'année 2023 a frappé vraiment fort au Québec. 2024-2025 a continué à faire brûler l'Ouest canadien. Et donc, ça fait en sorte que les forêts canadiennes, dans leur ensemble, sont surtout une source de carbone à l'atmosphère et pas vraiment un puits en raison des perturbations naturelles qu'elles vivent. Et cet aspect-là, ça fait en sorte qu'on sent un certain découragement dans les différents gouvernements provinciaux qui ont à gérer le territoire forestier puis qui le voient partir en fumée et qui ont envie de laisser tomber, d'abandonner le secteur forestier parce que de toute façon, il est en feu. Un autre aspect important du secteur forestier canadien, c'est le fameux conflit du bois d'œuvre avec les États-Unis. Et donc, c'est un vieux problème, en fait, qui date des années 80, mais quand on va parler aux différents industriels forestiers au Québec et au Canada, c'est une de leurs préoccupations principales. Donc, pour les produits du bois, les États-Unis, c'est notre marché principal et ça vient complètement plomber les discussions ou l'espoir de développer l'industrie forestière. Donc, le conflit du bois d'œuvre fait mal à l'industrie forestière. Ensuite, il y a les enjeux de biodiversité. Là, je mets la photo du caribou parce que c'est ça qui fait le plus les nouvelles. Caribou forestier, c'est une espèce emblématique au Canada. On voit l'aménagement forestier beaucoup comme une menace envers, pour des bonnes et des mauvaises raisons, contre la protection du caribou forestier. Et c'est un enjeu qui a l'air presque insoluble pour l'aménagement forestier. Et quand on met ça dans la balance, bien, on voit tranquillement des discours de politiciens là, qui me font peur là, comme aménagistes, où on dit ben peut-être que l'industrie forestière ou le secteur forestier, c'est une industrie du passé, un peu comme l'industrie du charbon. Là, c'est quelque chose duquel on devrait sortir parce que c'est trop compliqué, c'est trop controversé. On serait mieux de mettre tranquillement la clé sous la porte. Et dire, bon, on va juste protéger les forêts ou on va mettre ça sous cloche de verre, on ne fait plus rien avec notre secteur forestier. Donc, ça, c'est l'ensemble des mauvaises nouvelles sur le secteur forestier. Cela dit, il y a des bonnes nouvelles. Mais en fait, la bonne nouvelle, c'est que on ne peut pas se passer des forêts et des produits du bois. On ne peut pas abandonner l'idée que les écosystèmes forestiers doivent servir de puits carbone. Quand on regarde la balance des émissions à l'échelle mondiale, on peut pas dire ben on va se passer des forêts parce que ça brûle, parce que c'est trop compliqué à aménager, parce qu'on fait pas confiance au marché des crédits carbone forestiers. L'échec n'est pas une solution parce qu'on a absolument besoin de ce puits-là. Et donc, il faut absolument qu'on se soucie du territoire forestier et s'assurer qu'il continue à servir de puits carbone. Sinon, l'équation ne marche pas. Et donc, on a absolument besoin du puits carbone, d'une part. D'autre part, on a aussi absolument besoin des produits du bois. Des sources de matériaux et d'énergie renouvelables, il n'y en a pas tant d'autres que celles qui viennent des forêts. Et ça, c'est pas moi qui le dis comme ingénieur forestier, c'est le GIEC qui le dit. Et donc, si on veut, les humains vont continuer à avoir besoin de matériaux, les humains vont continuer à avoir besoin d'énergie maintenant et dans le futur, les forêts restent une de nos meilleures sources de matériaux et d'énergie renouvelables. Et donc, on ne peut pas mettre la clé sous la porte, d'autant moins pour les forêts boréales, donc les forêts du Québec, les forêts canadiennes. Donc, on représente une grande partie des forêts boréales mondiales. Les forêts boréales à l'échelle mondiale, c'est là où on a le système de gouvernance le plus élevé en termes de pratiques environnementales d'aménagement forestier. Et donc, si à l'échelle mondiale, on décidait qu'il n'y a plus de bois qui vient des forêts canadiennes, il y aurait probablement du bois qui viendrait de d'autres pays avec des systèmes de gouvernance beaucoup moins développés que le nôtre. Donc, encore une fois, l'échec n'est pas une possibilité. On a besoin du bois des forêts canadiennes, des forêts boréales canadiennes et québécoises, et on a besoin du puits carbone, et donc des forêts boréales et canadiennes et québécoises. Et donc, il faut
faut résoudre ce problème-là, il faut avoir des pratiques d'aménagement qui nous permettent à la fois de maintenir un puits carbone et de fournir des produits du bois aux sociétés. Et il y en a des exemples qui fonctionnent. L'image que vous voyez là, c'est la forêt Montmorency, c'est au nord de la ville de Québec. C'est un territoire, c'est une forêt expérimentale qu'on aménage de manière commerciale. On maintient son puits carbone et on fournit des produits du bois aux différentes industries de la région. Des exemples comme celle-là, il y en a d'autres aussi au Québec. On n'essaye pas d'envoyer une fusée sur Mars. Des solutions d'aménagement forestier, elles existent, c'est juste qu'on n'écoute pas tellement les forestiers et on a tendance, il faut arrêter de voir le secteur forestier là, comme une solution, un secteur du passé. Donc, des solutions simples, protéger les vieilles forêts, les quelques vieilles forêts qui restent sur le territoire. On s'entend tous qu'elles ont une valeur de biodiversité très, très élevée. C'est là que le caribou a envie de se tenir. C'est des gros réservoirs de carbone. On les laisse tranquilles. Celles qui restent, on les met sous protection. Et là, le marché du carbone forestier a un rôle important à jouer sur la protection de ces forêts-là. Les forêts qu'on veut aménager, on peut les aménager activement pour réduire leur vulnérabilité aux feux de forêt et autres dérangements climatiques. Et donc, des solutions simples qui existent pour réduire la vulnérabilité des forêts face à un climat changeant. Les universités sont pleines de solutions qu'on est capable facilement de mettre en pratique, puis on en fait la démonstration dans différentes forêts expérimentales au Québec et au Canada. Donc, c'est possible d'aménager la forêt, notamment autour des communautés vulnérables face au changement climatique. On peut aménager les forêts pour réduire leur vulnérabilité face au changement climatique, pour aider à maintenir leur puits carbone, puis maintenir aussi la résilience des communautés. Encore une fois, il y a un rôle important pour le marché du carbone dans ces aspects-là. Ensuite, les humains vont continuer à avoir besoin de matériaux et d'énergie venant des forêts. Favoriser la construction en bois. On a entendu des nouvelles récemment là, du gouvernement canadien qui veut favoriser l'utilisation du bois pour la construction pour régler à la fois le problème de la pénurie de logements et le soutien à l'industrie forestière. C'est une excellente idée. C'est pas tout le temps que les politiciens en ont, mais ça, c'en est une qui est excellente et ça nous aide aussi à développer notre marché intérieur d'utilisation du bois canadien. La construction en bois, c'est une façon, de répondre à la pénurie du logement, d'autre part, de soutenir l'industrie forestière, de stocker du carbone pendant toute une vie et même plusieurs vies. Et les produits d'ingénierie, le Canada est parmi les meilleurs élèves au monde dans le développement des produits du bois d'ingénierie, où ce qu'on utilise de manière fantastique le bois de nos forêts pour faire des produits de très longue durée, de très grande durabilité et qui ont un très, très grand attrait pour les consommateurs. Donc, favoriser la construction en bois, s'assurer que les règlements, les règles favorisent l'utilisation du bois, c'est des choses qui sont possibles. Ensuite, le bois qui est déjà en circulation, les produits du bois qui sont déjà en circulation, mais quand ils arrivent à la fin de vie, on peut les recycler, les réutiliser pour en faire des nouveaux produits du bois et ainsi baisser la pression sur les écosystèmes naturels. Ça, c'est un bout que le Canada n'est pas très bon encore, mais c'est une façon de dire, le bois qui est déjà en circulation, si on l'utilise plus et mieux, c'est une façon de réduire la pression sur les écosystèmes naturels et de répondre aux besoins des sociétés en matériaux, en énergie. Et c'est là que les produits du bois ont un rôle à jouer. Juste pour rappeler, au Canada, la grande partie des forêts sont en territoire public et donc il y a un rôle important de gouvernance publique et donc de s'assurer qu'on est capable de remplir tous ces objectifs-là, de maintenir les écosystèmes qui séquestrent du carbone, de s'assurer qu'on a des produits du bois qui répondent aux besoins des sociétés. Mais c'est beaucoup le rôle du gouvernement. En fait, c'est une chance qu'on a que ça soit en grande partie des forêts publiques parce que ça nous permet d'avoir une gouvernance publique assez forte qui est capable de tailler une place au marché aussi. Et donc, on peut jouer avec cette force-là qu'on a d'avoir des belles grandes forêts publiques. Perfect. Good morning. So we're going to switch back to water, and I thought to start with a bit of context. So water is both a commodity that we use as if it's an unlimited resource, when in reality, although we can recycle and reuse, it is a limited natural resource, and therefore there's a finite amount in the world. As previously mentioned, it is a human right. However, there are over 800 million people who do not have access to water globally.
Here in Canada, there are 36 communities that have or who are living under a long-term drinking advisory, which means these communities do not have access to fresh water and clean water. Here in Quebec, we are currently under water-stressed conditions, and there are municipalities that now have to import water. So in a country where we use water as if it's unlimited, these realities are not always shared globally. So let's bring it back to the financial sector, because that's where I'm going to focus on today. We invest in companies. Every company in every sector uses water in some way. So we need to have some considerations, and we need to look at them and understand them when we make an investment. Water stress is a geographic situation, so we need to know what is happening in the area of operation. Company practices can cause pollutions. So how the company is impacting the environment and the local communities needs to be understood. Water being such a finite resource, we need to track its usage and its depletion to make sure that we're not overstressing an ecosystem during operations. All sectors, as mentioned, use water, but how they use water is very different. So pharmaceuticals need access to clean, fresh water for its production, where data centers also need access to water to cool the servers that we, society, use. So what location is the operation in is very intrinsic to its success. Finally, not only is the operation important, but it's also the value chain, because water is not only used at the end product, but it's used in everything on the manufacturing side leading up to the final product. So this needs to be understood and integrated into our considerations. So everything just mentioned are considerations. They're actually financial risks that we investors need to understand when we're moving forward with an investment. If we don't, fine, but that opens us to reputational risk. It opens us to a devaluation of an investment, exposure to unknown controversies, and others. From a company standpoint, if they don't have access to water, production grinds to a halt. And this isn't a foreign reality, it's actually the reality in multiple sectors today. Agriculture, as mentioned previously, it has a large use of water, but also in manufacturing and energy. So those are risks, those are challenges. Well, the challenges associated with those risks is that water, as mentioned, doesn't have a price. We don't value it for itself and for the services it gives us. So it's up to the analysts or the asset managers making an investment to integrate this materiality into their understanding. As water risk differs by location, it adds a layer of complexity that we need to understand moving forward. And finally, data. We haven't mentioned it yet, but data is a really large problem in its availability and also in its consistency across the sector. We need data, but we need to understand the data, and we need to use the data and compare it to a sector average. So you can't just have any type of metric, we need it to be consistent. So those are the challenges, those are the risks, but let's look at the opportunities that we have moving forward. The Carbon Disclosure Project, or CDP, is a reporting agency that many financial institutions use. And they have started integrating water. So over 1,000 respondents in, I believe, last year, which was the first year with water, of those, only 22% responded to the water questions. So it's not a great number, but it's better than zero. And that it's integrated into a standard reporting framework. It means that it's going to enhance conversations on water in the future and in the years to come. Other organizations like the Science Based Target Network, the Task Force for Nature-Related Disclosure, both of which are based on materiality,
water is material across sectors, and therefore it is integrated into those framework disclosures and understandings. We also have the EU taxonomy, which mandates reporting and alignment, and it is based on 4 environmental objectives, one of which is protecting water and marine resources. So it's in our society, it's in the financial systems, we just need to look for it. And how do we integrate it into our financial analyses? Well, I can only give you examples from our practices. So at Desjardins Global Asset Management, within our responsible investment practices, we are based on 4 broad themes, one of which is protecting biodiversity and natural capital. So within that, we look at the materiality of a company when we're doing an analysis, and water is often material. So therefore, we look at the location, the sector usage, the water quantity, quality, the management, pollution, and other factors. We work closely with the asset managers who are also looking at the financial risks. So we integrate water materiality into those risks and into our final investment decisions. So it's a close collaboration between teams, and internally, we also have integrated it into our stewardship practices, meaning our proxy voting and our engagements. So when we engage and have conversations with company, we're leveraging these material issues, water included, to understand how they are addressing them in their strategies. So a positive example that we had is within the mining sector, we engaged on water because they were operating in a moderately stressed area. We wanted to understand their practices, and they came to us and explained how they understood the risks, they understood that they were at risk of not having enough water, and therefore they had implemented a water recycling program. Since 2021, they have been able to reduce 25% their freshwater withdrawal from the ecosystem. And they're well below the sector average or the industry average in their water volume use. Another way, and the final way I'll mention, is that integrating water into our portfolio constructions is also an avenue of focus. Therefore, as an example, we have built a portfolio where we are excluding companies that are in high stress area, but that do not have an adequate strategy. So we need to see a strategy for them to be included. At the same time, we are including companies that are finding innovative management solutions and managing their water usage. So as mentioned, or final opportunities that I did want to mention is that you can invest into clean water projects, innovation and technology, infrastructure, funds with a focus on access to clean water, and water equity funds and others. There are limitless possibilities if you're looking locally or globally. So I'll leave it there. Thank you. Merci Geneviève. Il nous reste quelques minutes pour des questions. Je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui voudraient profiter de nos panélistes, en fait, de leur savoir pour leur poser quelques questions. Si vous êtes trop gênés, je peux en poser moi-même, mais je préférais que ça vienne du parterre. J'irai même vous porter le micro. Oui, une question là-bas. Merci pour la vue 360 sur les différentes ressources. Peut-être une question pour le milieu de la foresterie. Je trouvais que c'était intéressant là, quand tu montrais toute la chaîne de valeur. Puis tu disais le Canada est très bon en boîte d'ingénierie. Ça, je ne le savais pas, mais ce qui me challengeait, puis je me dis peut-être que tes connaissances le savent pour passer à l'action, mais tu disais dans la réutilisation, le recyclage, on a encore du chemin à faire, surtout dans les débouchés. Puis moi, je pense à tous les matériaux de construction, rénovation, démolition qui sont un très gros enjeu en termes dans le dernier rapport de Recycle Québec. Fait que je me demandais si tu avais des pistes de solutions avec ce qui se fait ailleurs, peut-être sur la planète. Mathieu Laneuville de Réseau Environnement. Oui.
C'est une bonne question. En fait, d'une part, on n'a pas des bonnes politiques pour l'instant qui empêchent l'enfouissement des produits du bois. Que ça, c'est un enjeu. En termes de réutilisation, en fait, ce qu'on voit, c'est que là, c'est dès la conception des produits du bois, notamment lors de la construction en bois, c'est l'idée qu'il faudrait qu'on réfléchisse tout de suite à la réutilisation. Et ça, c'est des choses qu'on voit ailleurs, dans d'autres pays, notamment en France. On commence à avoir des projets de recherche là-dessus ici au Québec, mais bon, les technologies existent quand même ailleurs, mais c'est une façon de réimaginer l'utilisation du bois. Donc, on pense dès le début à sa fin de vie. Et donc, on va utiliser notamment, par exemple, des adhésifs ou des revêtements ou des systèmes de construction qui sont faciles à débâtir après pour pouvoir faciliter sa réutilisation. Donc, ça, c'est une chose pour les nouvelles constructions qu'on fait. Ensuite, pour la réutilisation des produits du bois qui sont déjà en circulation, il y a notamment la bioénergie qu'on voit beaucoup dans d'autres pays. Marché de la bioénergie, vraiment petit au Québec parce qu'on a de l'hydroélectricité qui nous sort encore un peu par les oreilles. Et donc, sauf qu'il y a des marchés de niche qu'on peut voir pour la bioénergie. On le voit dans les pays scandinaves où ce que les produits du bois, en fait, de post-consommation dépassent l'utilisation de la biomasse vierge là, pour la production de bioénergie. Mais tout ça, puis en fait, il y a aussi l'industrie du panneau. On a une usine, par exemple, à Tafisa, qui est capable d'utiliser des produits du bois post-consommation, qui ont une chaîne de production, mais qui a de la misère à obtenir du bois post-consommation parce que ça coûte moins cher de l'envoyer au dépotoir ou les systèmes sont pas, les politiques sont pas faites en sorte pour décourager l'enfouissement, puis on a de la misère à mettre la main sur des produits du bois post-consommation pour leur ligne de production de panneaux. Et donc, les panneaux aussi, là, c'est une industrie d'avenir pour la construction, pour les produits du bois et qui sont excellents pour utiliser les produits du bois post-consommation. Donc, les solutions, encore une fois, c'est pas rocket science, c'est des solutions qui existent ailleurs et qu'on serait capable d'appliquer ici. Pour les encourager, les redevances, la responsabilité de la règle du temps, qu'on peut voir ailleurs, dans les mécanismes financiers, parce que Oui, puis oui, en effet, ça serait une façon de venir le réguler. Il y a aussi un changement de mentalité dans le secteur forestier. J'ai un collègue qui utilise beaucoup l'exemple du secteur de l'aluminium, qui considère l'aluminium, le nouvel aluminium qui est produit, mais aussi l'aluminium qui est déjà en circulation. Puis le secteur de l'aluminium regarde tout ça et voit sa matière première, autant celle-là qui est déjà en circulation que le nouvel aluminium, alors que le secteur forestier, on voit juste le bois qui sort des forêts. Mais donc, ce changement de mentalité-là dans le secteur forestier, de voir le bois qui est déjà en circulation comme faisant partie aussi de notre matière première, à force de le répéter, j'espère que ça va finir par arriver. Mais donc, c'est dans le secteur forestier même qu'on devrait commencer à prendre conscience de l'importance du bois, du carbone, en fait, qui est déjà en circulation. Merci. Donc, on a peut-être le temps pour deux dernières questions rapidement. Allez-y. Merci. Victoria Mézimo de chez Desjardins. Je me demandais comment vous intégrez les perspectives des peuples autochtones dans les stratégies. On parlait de gouvernance robuste pour aménagement forestier, les perspectives sur la tarification de ces commodités-là. Donc, une question un peu pour vous trois. D'un point de vue forestier, en fait, on voit des exemples positifs un peu partout au Canada où il y a des vraies mises en commun avec les communautés autochtones, notamment pour l'aménagement forestier, pour la résilience des forêts face au changement climatique. Les communautés autochtones sont les premières touchées par les feux de forêt. Puis on voit des exemples positifs où ce que des méthodes traditionnelles d'aménagement du territoire qui viennent du savoir autochtone, qui ont été appliquées avec les communautés autochtones et qui bénéficient à tout le monde, en fait, qui améliorent la résilience de ces communautés-là, qui améliorent l'accès à la ressource aussi pour l'industrie forestière. Et donc, on en a des exemples qui fonctionnent bien. On a des exemples qui fonctionnent moins bien, mais si on est capable de regarder les exemples qui fonctionnent bien puis de les répliquer ailleurs, et donc le partage avec les communautés autochtones, là, c'est une des voies d'avenir, certainement, pour le secteur forestier. I can just mention, so as stated by Evelyn, it is often the
Indigenous communities that are first affected by the pollution or the lack of water, and more so when it's a company who enters to, let's just take the example of mining. They're coming in to mine, and therefore they are using water that was only available to the community before, but now we have to share. So pollution and accessibility to the clean water, and also there's obviously other issues such as tailing dams. All of this need to be integrated into our understanding and also into our how we address it. So it needs to be a part of a whole, and therefore I think you can have positive solutions in our engagements. There are a lot of people within the finance sector who are looking at this and are working together, companies and communities, to make sure that they are the least affected. But as stated previously, 36 communities have drinking advisories. Most of those are not in our cities. It's in their communities. So I think there's a long way to go here. I'm going to give an answer that's, again, with sort of the economist or the market hat on. We've taken a big change in direction in terms of DEI in markets and a lot of companies that report on DEI. Part of the reason is because a lot of this is very difficult to price. So again, I've got my economist hat on here, but we do know that diversity does work for a lot of things in terms of, you know, having different views around the table. This is a great panel for me. This is very unusual, and I think it's really nice when we have different and diverse voices. So I don't actually think the Indigenous question is, I mean, there's a very historical difference, but I don't think that from a market or an economist perspective, it's very different than all of the other groups that have been, you know, if we look at our economy, all of the other groups that have had to be included or are included because there are, you know, positive externalities from that process. And in this particular example, obviously, there is an awful lot of knowledge in Indigenous communities that we've ignored. And so, you know, if we could measure that, then, I mean, that to me as an economist, then, you know, that's where the true value is, because we have a much more robust and risk, let's call it, a system that is less averse to risk. OK, donc une dernière question rapide, madame, au fond, là-bas. Oui, merci. Je vais faire court. Merci beaucoup pour la vision sur les marchés, l'eau et la forêt. Je suis Marine Monlaure à la Caisse des dépôts et placements du Québec. Ma question concerne la biodiversité et les solutions possibles, notamment en termes d'aménagement forestier. Au-delà de mettre sous cloche certains espaces, est-ce que, par exemple, la régénération naturelle pourrait donner lieu à l'émission de crédits biodiversité? Merci. En fait, au Québec, on privilégie la régénération naturelle. Ça fait partie de notre réglementation depuis les années 90. C'est un choix de société qu'on a fait, qu'on favorise la régénération naturelle. Et donc, le niveau de biodiversité qu'on a dans nos forêts est quand même assez élevé. Et ce qu'on s'aperçoit, en fait, c'est qu'il y a eu... La recherche a montré que plus la biodiversité est élevée, plus la séquestration de carbone aussi est élevée. Donc, on voit donc des décisions d'aménagement qu'on a prises dans les années 90 qui n'avaient rien à voir avec le carbone ou avec la lutte contre les changements climatiques, qui étaient là pour favoriser la biodiversité, mais on s'aperçoit que ça nous permet de remplir maintenant plusieurs objectifs en même temps, tant de maintien de la biodiversité et de séquestration de carbone. Là, ce qu'on voit maintenant, c'est l'utilisation de la biodiversité pour augmenter la résilience des forêts face au changement climatique. Et donc, l'introduction d'espèces qui ne sont pas nécessairement là, présentes naturellement, qui viennent peut-être du sud, mais qui permettent de réduire la vulnérabilité des écosystèmes. Et donc, c'est une autre façon de voir la biodiversité. Donc, ce n'est pas juste laisser la nature suivre son cours, c'est d'aménager les paysages forestiers pour les rendre résilients pour les communautés qui les fréquentent et pour les matériaux et l'énergie qu'on peut tirer de ces écosystèmes-là. Donc, c'est une façon d'utiliser la biodiversité pour augmenter la résilience des paysages forestiers et des sociétés humaines face à un climat changeant. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames. Applaudissements.
Alors, merci. Je vais maintenant demander à nos deux prochains panélistes qui viendront nous entretenir du rôle de la taxe carbone à bien vouloir venir sur scène. Je vais faire l'introduction pendant qu'on a un changement de garde ici. Comme vous le savez, la taxe carbone a été un sujet d'intérêt un peu partout en Amérique du Nord dans la dernière année ou deux. Et on a pensé que ce serait bien d'avoir deux spécialistes en la matière. Le premier étant le co-organisateur de l'événement, M. Pierre-Olivier Pinault, qui n'a pas besoin d'introduction, mais tout de même professeur titulaire ici à HEC Montréal et également directeur de la chaire de recherche en gestion de l'énergie, accompagné par Luc Godbout, professeur titulaire à l'Université de Sherbrooke et directeur, lui, de la chaire de recherche en fiscalité, n'est-ce pas, ou le département de fiscalité, chaire de recherche en fiscalité à l'Université de Sherbrooke. Et Luc et Pierre-Olivier sont deux figures médiatiques très connues en termes de finances publiques au Québec. Donc, je vais les laisser vous entretenir du rôle de la taxe carbone dans une économie et en particulier sur son impact positif sur la productivité et d'autres enjeux sociétaux. Merci beaucoup François. Donc en fait c'est un peu un format inédit qu'on a parce qu'on s'est dit on va faire une conversation mais on a aussi des choses à dire. Donc je vais comme on est à HEC, je me suis dit je vais être un peu l'hôte de notre conversation. Donc merci beaucoup Luc d'être venu nous parler donc de la taxe carbone et la fiscalité, de son rôle dans la fiscalité. C'est quelque chose que la tarification du carbone. En fait on va parler de taxes évidemment mais beaucoup de tarification. Avant de rentrer dans les aspects plus fiscaux, je voulais commencer par quelques éléments sur la taxe carbone, parce évidemment on en parle beaucoup dans l'actualité et c'est toujours bon, je ne suis pas du tout historien, mais de faire un petit historique et de voir un petit peu qu'est-ce qu'il en a été de cette taxe carbone. Parce qu'on a l'impression que c'est relativement nouveau, mais ce n'est pas si nouveau que ça. Et il y a des marchés, parce qu'on parle des marchés, il y a des marchés où en fait on avait une tarification des émissions depuis les années, où on avait une réglementation des émissions depuis les années 70. Et le premier marché cap and trade, ça a été pour les émissions de SOX et de NOx aux États-Unis. Avec le Clean Air Act de 1970, on n'a pas commencé aux États-Unis à mettre un prix sur les émissions, mais c'était réglementé. Mais à partir de 1995, le premier cap and trade, pas du CO2, mais du NOx, du SOX, qui sont des polluants générés essentiellement par les centrales électriques en brûlant du charbon. Mais ce sont des marchés qui ont vu le jour. Donc on a eu un premier marché cap and trade NOx, SOX dans les années 95, raffermi dans l'an 2000, et ça a bien fonctionné. Et c'est ça, donc on cherche parfois des raisons de garder espoir, mais on se dit, OK, on a un marché d'émissions qui a fonctionné dans les années 90, 2000, et il existe encore ce marché-là, évidemment, avec la montée du gaz naturel et le déclin du charbon aux États-Unis, essentiellement avec le gaz naturel de schiste. Les États-Unis sont sortis ou sortent progressivement du charbon pour aller vers le gaz naturel, ce qui aide à la fois les émissions de CO2, mais surtout la qualité de l'air. Et ce marché-là, des émissions, des droits d'émission de NOx, SOX, on n'en parle pas beaucoup parce qu'il a perdu beaucoup de grandeur ou de contrainte. C'est plus une contrainte, mais il existe encore et il y a des droits d'émission de SOX et de NOx qui sont là. Avec Kyoto, les Européens en 2005 ont mis leur marché du carbone, donc on a déjà eu une tarification du carbone depuis 2005 jusqu'à maintenant qui fonctionne très bien. Au Canada, la taxe carbone de la Colombie-Britannique, il faut s'en rappeler, elle a été mise sur place en 2008. Et de 2008 à 2025, la Colombie-Britannique a eu cette taxe carbone. Et il faut se le rappeler, en Colombie-Britannique, c'est un gouvernement qui s'appelle le Parti libéral de la Colombie-Britannique, mais qui était en fait un gouvernement conservateur sous le nom de Parti libéral. Et d'ailleurs, ils ont changé de nom parce qu'ils ne voulaient plus être associés aux libéraux en Colombie-Britannique. Mais c'est un gouvernement conservateur qui a mis en place une taxe carbone en Colombie-Britannique à $10 la tonne et qui a monté jusqu'aux $80 qu'on avait dans le reste du Canada au niveau de taxe carbone jusqu'à tout récemment. Aux États-Unis, on est passé très proche en 2009 d'avoir un marché du carbone. Vous vous rappelez peut-être de Waxman et Markey, qui étaient les deux sénateurs qui voulaient créer un marché du carbone américain pour justement aller dans la mouvance de Kyoto.
Et on a même eu la Chambre des représentants qui a voté en faveur d'un tel marché du carbone. Il n'y a jamais eu de vote au Sénat, étant donné un revirement de dernière situation. On serait aujourd'hui dans un monde très différent si on avait eu ce marché-là américain, mais qui avait, au moins au niveau de la Chambre des représentants, qui a obtenu une majorité. Donc forcément, il y a eu un grand nombre de républicains qui, à l'époque, ont voté en faveur. Le Québec a eu on n'appelait pas ça une taxe carbone, mais à partir de 2007, de 2007 à 2013, on a eu des redevances sur les carburants qui généraient 200 millions de dollars par an avant que le marché du carbone rentre en œuvre. Et c'était donc évidemment le mot taxe avait été évité pour le rendre plus acceptable, mais c'était malgré tout une taxe carbone qui était appliquée aux combustibles fossiles pour amener de l'argent pour la lutte contre les changements climatiques. Et c'était de l'ordre de peut-être un demi-cent le litre d'essence, mais ce n'était pas voué à croître. C'était un 200 millions qui était par an et qui a été aboli pour faire place au marché du carbone qui existe encore. Et donc la taxe carbone juste canadienne qui a vu le jour avec Justin Trudeau et si Justin Trudeau a tardé, si on a tardé au Canada, il faut le rappeler, c'est parce qu'on a eu un gouvernement de Stephen Harper qui a sorti le Canada de l'accord de Kyoto, qui nous a amené dans une situation où le gouvernement fédéral n'agissait pas et qui a amené de 2006 à 2015, on avait donc Stephen Harper. C'est ça qui a amené la Colombie-Britannique, le Québec à agir sur la taxation du carbone. Étant donné l'inaction fédérale, certaines provinces se sont dit on va agir. Donc on a un historique quand même avec. Et dans cet historique-là, j'ajouterais que l'Ontario a embarqué dans la bourse carbone Québec-Californie. On l'oublie, ça n'a pas duré longtemps, mais il était embarqué. Puis il y a eu tout de suite après des élections qui fait que le nouveau parti qui a pris le pouvoir a annulé cette adhésion-là à la bourse de Doug Ford. En 2018, on a eu, et même la Nouvelle-Écosse était dans le marché qu'on appelle WCI, le Western Climate Initiative. Le Québec est dans ce Western Climate Initiative. Et la Nouvelle-Écosse, ça fait partie pendant plusieurs années du système sans être lié. Donc la Nouvelle-Écosse avait un système aujourd'hui comme l'État de Washington aux États-Unis. Ils ont un marché du carbone, mais il n'est pas lié à celui de la Californie et du Québec. Et la Nouvelle-Écosse avait ce marché-là. Mais donc, on a cette historique, et en fait, c'est plusieurs de ces éléments-là sont des succès, notamment aux États-Unis. Le premier que j'ai mentionné, ce marché sur le SOX et NOx est un succès qui a contribué au déclin des émissions qui donc entraînaient le smog, les pluies acides. C'est vraiment le smog et les pluies acides qui étaient les grands facteurs déterminants là, dans la mise en œuvre de ces éléments-là. Donc, c'est vraiment pour des considérations environnementales et évidemment avec toutes les implications économiques que ça avait d'avoir des pluies acides et de la mauvaise qualité de l'air, qu'on a agi sur ces éléments-là. Maintenant, passons aux implications fiscales. Luc, j'aimerais que tu nous parles un petit peu là, de pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce que d'un point de vue de la fiscalité, c'est important et c'est bénéfique? Est-ce que, évidemment, tu peux ajouter à ces éléments-là? D'abord, merci. Vous comprendrez que Pierre-Olivier pourra faire tout ça tout seul. Il n'a pas besoin de moi pour faire la présentation ici. Il connaît ça plus que moi. Le danger à la chaire, c'est qu'on touche à tout. Et donc, en touchant à tout, des fois, on a une expertise moins pointue dans certains domaines. Cela dit, on fait un inventaire des mesures éco-fiscales. Alors, je pense que c'est pour ça qu'on m'a envoyé ici pour vous parler. Dans le fond, ce qu'on cherche à faire, c'est modifier le comportement. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est peut-être l'importance relative. Tu as parlé beaucoup, tu sais, la taxe carbone fédérale, le système de plafonnement des échanges et des droits d'émission au Québec. Et si on regarde ce que ça rapporte, au Québec, on parle de 1,5 milliard pour le SPED sur des revenus qui dépassent 150 milliards. Fait qu'on est à 1 là, des revenus gouvernementaux. L'impôt sur le revenu au Québec, pour le gouvernement du Québec seulement, c'est 42 milliards. Donc 1,5 milliard en droits d'émission, c'est très peu. Puis si on prenait l'ensemble des impôts sur le revenu en incluant le fédéral, bien, on passe à 80 milliards. Donc 1,5 sur 80, c'est encore une fois très peu. Du côté fédéral, peut-être qu'ils ont voulu aller trop vite. Là, je ne suis pas en train d'excuser, mais c'était rendu à 2,6 des revenus fédéraux, la redevance fédérale qui avait été mise en place. Et on s'en allait sur presque 3 pour l'année suivante. Donc, il y avait une progression. Peut-être que
c'est ce qui a heurté les gens. Même si on remettait entièrement l'argent dans les poches des ménages, peut-être que ça a heurté les gens de voir cette importance relative-là augmenter aussi rapidement. Pour aller jusqu'à 170 $ en 2030. Là, on a arrêté la taxe carbone au Québec, pas au Québec, au Canada, à 80 $, mais ça devait encore doubler dans les 5 prochaines années. C'est ça. Donc, c'est peut-être ça qui a fait peur un peu aux gens, parce que, somme toute, ce qu'on cherche à faire avec ça, c'est modifier les comportements. Et pour que ça marche, modifier les comportements, il faut que ça fasse mal un peu, parce que sinon, tu ne modifieras pas les comportements. Et donc, c'est le paradoxe. Là, on veut modifier les comportements, les gens se sentent heurtés, les politiciens se disent à l'écoute des gens et donc reculent. Mais ce n'est pas tout à fait une taxe carbone, mais la taxe sur l'essence qui est remise en cause là, depuis quelque temps, en même temps que la taxe carbone, les fiscalistes ont tendance à dire une vieille taxe est une bonne taxe parce que les gens l'ont acceptée. Mais ça existe depuis 1924. Et pourtant, encore, il y a eu des élections partielles là, au Québec, là, et il y avait plusieurs partis là, qui disaient, bien, il faut baisser cette taxe-là, ça ne se peut pas par rapport à l'Ontario qui l'a baissé. Oui, mais par rapport à l'Ontario. Par rapport à l'Ontario, l'enjeu est assez limitrophe. Là. On n'a pas besoin de baisser la taxe sur l'essence au Québec sur tout le territoire parce que l'Ontario a baissé la sienne. Peut-être qu'on n'a même pas besoin de toucher à la taxe, mais l'enjeu est limitrophe. L'enjeu n'est sûrement pas de Drummondville là, sur le fait qu'on a baissé la taxe sur l'essence en Ontario. Alors, j'ai divergé un peu, là, mais j'ai tenté de... Mais revenons sur l'Ontario, parce que c'est intéressant. L'Ontario, qui était dans le marché du carbone, Doug Ford est arrivé, Doug Ford enlève le marché du carbone, et une autre de ses réalisations, c'est de réduire la taxe sur les carburants en Ontario. Promesse électorale qui devait durer 6 mois. Voilà. En tant que fiscaliste, qu'est-ce que tu, et pas d'un point de vue environnemental, mais juste comme fiscaliste, comment tu réagis? Comment tu réagis? Si Doug Ford te demandait qu'est-ce que tu en penses de ces deux... Ou un Doug Ford québécois, s'il me demandait ce que j'en penserais au Québec, là, je dirais que c'est vraiment une fausse bonne idée. Là. La taxe sur l'essence, surtout au Québec, est censée financer un fonds pour le développement du transport terrestre. Ça veut dire que ça comprend l'entretien des routes, le développement des routes, mais ça comprend le transport collectif. Ce fonds-là est déjà déficitaire. La taxe sur l'essence n'a pas de croissance pour 2 raisons, ou pour plusieurs raisons, mais dont une d'entre elles, les autos sont quand même de moins en moins énergivores, donc les nouvelles voitures performent mieux, même si elles sont plus grosses. Après ça, il y a l'électrification du parc autoroutier, et donc la taxe n'est pas en croissance. C'est une des seules taxes avec la taxe sur les cigarettes qui est en décroissance par rapport à il y a 5 ans. Et donc, ce qu'on devrait faire, c'est augmenter la taxe sur l'essence. C'est indexer le taux de la taxe sur l'essence annuellement. C'est aller vers une taxe kilométrique, mais il n'y a rien de ça qui se passe. Donc, au moins, ne pas y toucher, c'est déjà moins pire que de dire on va la réduire. Et ce qu'on a vu avec le cas de l'Ontario, c'est une promesse électorale, on va la réduire temporairement pour aider les ménages. Mais le temporairement a été reconduit pendant 6 mois, en 6 mois, en 6 mois, jusqu'à temps qu'on dise « Ah, bien finalement, c'est devenu permanent. » Donc, à ce compte-là, si on regarde les promesses électorales ou les enjeux, on reproche beaucoup au gouvernement d'avoir envoyé des chèques ponctuels pour le coût de la vie. Mais le chèque ponctuel était non récurrent. S'il avait baissé les taxes sur l'essence, il y a des chances que ça serait devenu permanent. Donc, le chèque ponctuel devient soudainement moins mauvais que baisser la taxe sur l'essence. Je ne suis pas en train de dire que c'est la 7e merveille du monde, le chèque ponctuel, mais il y avait le mérite de ne pas être récurrent et de ne pas avoir d'effet sur les finances publiques de manière permanente, alors qu'une baisse de taxe sur l'essence, c'est dur de revenir en arrière, même si on le promet de manière temporaire. Rappelons qu'au Québec, la taxe sur l'essence, c'est 19 cents le litre. En Ontario, ils l'ont baissé et ils sont rendus à 10 cents le litre, je crois. Donc, ça contribue là, au décalage. Mais tu mentionnes ces dépenses. Comment est-ce qu'au Québec, la taxe sur les carburants va dans le fonds pour le réseau routier, donc, duquel on se plaint beaucoup du réseau routier, mais je veux revenir aux taxes et aux revenus du carbone au Québec et au Québec et d'une manière générale. Mais vous savez, donc là, on a ce qu'on appelait le fonds vert au Québec qui recueillait, quand il s'appelait encore le fonds vert, l'ensemble des sommes générées par les ventes aux enchères des droits d'émission du système de plafonnement et d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre. Et le gouvernement actuel a changé le nom de ce fonds vert pour le Fonds d'électrification et de changement climatique, le FEC.
ces sommes-là sont allouées, parce que c'est important de comprendre où elles vont, et ça va revenir dans la discussion tout à l'heure, parce qu'on va parler un peu d'acceptabilité. Elles sont allouées à essentiellement des activités de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, en principe, on aurait un cercle vertueux parfait avec le système de plafonnement et d'échange québécois, où on a, comme Luc l'a dit, un prix pour influencer les comportements et nous amener à moins émettre, moins consommer de produits qui émettent des gaz à effet de serre. Et on a une génération de revenus qui permet, et dans le cas du Québec, de financer différentes activités. Qu'est-ce qu'on a financé au Québec? Beaucoup d'argent, et c'est un petit peu caché, mais beaucoup d'argent va pour le transport en commun, pour l'achat de véhicules électriques pour les sociétés de transport en commun. Et c'est pour ça que le gouvernement dit souvent que quand on lui dit qu'il faudrait financer davantage de transport en commun, le gouvernement dit « Ah oui, mais on finance déjà beaucoup de transport en commun avec ce fonds d'électrification et de changement climatique pour obliger des sociétés de transport à acheter des autobus électriques dont, entre parenthèses, elles ne veulent pas vraiment parce qu'elles ont suffisamment de problèmes à gérer leur flotte actuelle d'autobus qu'elles ne veulent pas s'embêter avec des nouveaux véhicules qui s'intègrent pas facilement à la flotte et aux activités actuelles et qui n'ajoutent pas en qualité de service. On a aussi un grand nombre de subventions pour des véhicules électriques aux particuliers et des achats d'équipements qui améliorent l'efficacité énergétique des bâtiments. Donc on a beaucoup d'argent qui va là-dedans, autant pour les entreprises que pour les particuliers. Des programmes comme Éco-Performance, qui sont beaucoup en entreprise, permettent justement de financer des activités de réduction de gaz à effet de serre et d'économie d'énergie, d'efficacité énergétique en entreprise. Et ça, c'est bénéfique. Il faut faire un parallèle parce qu'aux États-Unis, puis ça, il faut comprendre qu'aux États-Unis, il y a des marchés du carbone. On a celui de la Californie. J'ai mentionné celui de Californie qui est joint avec le Québec. On a aussi celui de l'État de Washington. Il y a un marché du carbone aux États-Unis qui est absolument pas remis en cause et qui est chez nos voisins, qui est celui du nord-est américain, qui s'appelle le RGGI, Regional Greenhouse Gas Initiative, qui est un marché du carbone qui ne couvre que le secteur de l'électricité. Tous les producteurs d'électricité en Nouvelle-Angleterre, à New York et dans quelques États limitrophes, le New Jersey et certains autres, doivent payer un prix carbone, doivent acheter des droits d'émission pour leurs émissions de gaz à effet de serre liées à la production d'électricité. Quand on regarde l'utilisation de ces revenus-là, c'est essentiellement pour aider encore une fois, des activités de réduction de gaz à effet de serre et d'efficacité énergétique. Mais il y a une grande partie qui est liée à des ménages à faible revenu. Et ça, il y a de l'argent, autant en Californie que dans le nord-est américain, le RGGI, qui est directement associé à des aides pour des ménages à faible revenu. Au Québec, ça n'existe pas. Peut-être qu'on ne l'a pas assez ciblé vers les gens à faible revenu au Québec. Les voitures électriques, peut-être que c'était une bonne idée au départ pour convertir les gens, mais à terme, ce n'est pas viable. Là. Donner jusqu'à fédéral, Québec combiné, c'était 13 000 $ par voiture électrique. À un moment donné, j'avais une petite réflexion, puis je me disais, combien les gouvernements donnent si on met de l'argent pour l'épargne études de nos enfants? Mais le maximum que les deux gouvernements donnent par enfant à vie, c'est 10 800 $. Donc, prenant pour acquis que les parents économisent le maximum, on peut aller chercher en subvention pour l'épargne études de nos enfants jusqu'à 10 800 $. Les autos, c'était 13 000 $, mais ce n'était pas à vie. Si tu changeais d'auto après 24 mois, tu avais un autre 13 000 $ pour une autre voiture neuve. Donc, c'est sûr que ce régime-là, il n'était pas viable. Mais j'embarque déjà sur l'acceptabilité sociale. Peut-être que si on avait fait ce genre de mesure-là, dire pour les véhicules électriques, mais ceux qui gagnent 150 000 et moins de revenus familial ou 100 000 de revenus individuels ont droit à une subvention de X et les autres ont droit à une subvention beaucoup moindre, voire rien. Peut-être que ça aurait favorisé l'acceptabilité parce que l'utilisation de ces sommes-là doit avoir le maximum d'impact pour le minimum de coût. Et là, en ce moment, ça coûtait quand même assez cher. Là. Tout à fait. Et c'est en fait, merci de le rendre explicite, mais c'est un petit peu ce vers quoi je voulais aller, c'est de dire, on a créé un système aujourd'hui de subvention pour des véhicules électriques, qui est en retrait, ce système-là, mais... Oui, l'année prochaine va diminuer à 2 000 par voiture et 2027, il n'y en aurait plus. C'est ça. Mais on en a encore aujourd'hui. Oui. Mais le reste des subventions du Fonds d'électrification et de changement climatique, il va à travers des programmes qui aident les gens qui sont en mesure d'acheter un véhicule électrique, en mesure de faire des rénovations dans leur résidence, donc
qui ne va pas du tout aux ménages à faible revenu. Et donc, ce qui est un problème, il faut faire le contraste avec, paradoxalement, les États-Unis, qu'on n'associe en général pas à un pays qui a une taxation plus progressive. Au niveau du revenu de leur marché du carbone, ils ont accès à une grande partie pour des ménages à faible revenu, tandis que nous, sans le faire explicitement, on a comme dirigé des subventions qui vont essentiellement favoriser des ménages à revenus plus élevés. Ce qui nous amène à l'enjeu de ces ménages-là, ils consomment déjà beaucoup, ils ont une capacité de consommer encore plus et donc un effet rebond supplémentaire parce qu'ils sont encouragés par le gouvernement à acheter un véhicule de plus, à agrandir leur maison, et oui, d'une manière plus éco-énergétique, mais malgré tout de l'agrandir ou de la rénover aux frais de l'entièreté, de la population. Tu nous as amené sur le point de l'acceptabilité sociale, mais je veux te demander d'aller plus loin là-dessus. Ça serait quoi les éléments clés là, qui nous amènent à rendre cette taxation acceptable? Parce que c'est l'enjeu en bout de ligne. On a vu la politique attaquer ces taxes carbone, cette tarification du carbone, même la taxe sur les carburants. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Bien, je crois qu'il faut, dans le fond, être transparent. Il faut essayer de montrer à quoi servent les sommes qu'on collecte. Peut-être qu'on n'y est pas encore parvenu suffisamment, mais je pense que c'est ça pour favoriser l'acceptabilité, c'est vraiment de dire à quoi sert cet argent-là. Donc, si on revient à la taxe sur l'essence, mais ça comprend la tarification carbone, qu'est-ce que vous allez faire avec les sommes comme gouvernement pour améliorer la qualité de vie des citoyens? Je pense qu'on ne peut pas s'en sortir. Après ça, bien, est-ce qu'on peut le cibler davantage vers les plus faibles revenus? Je pense que la réflexion devrait s'imposer. Donc, plutôt qu'abolir la subvention voiture électrique en 2027, peut-être qu'on pourrait la laisser, mais simplement pour les gens avec des revenus moindres. Encore une fois, pour aider ceux qui n'ont peut-être pas les moyens de favoriser la conversion. Et il y a eu un sondage qui a été mené là, à grande échelle dans une étude, là, 40 000 répondants, et il montrait vraiment que l'acceptabilité sociale des mesures éco-fiscales et tout ça augmentait, plus on disait qu'est-ce qu'on était pour faire avec l'argent, et plus ce qu'on faisait avec l'argent était ciblé vers les moins nantis. Donc, je pense que c'est la voie à suivre du côté... et pourtant, bon, du côté d'Ottawa, c'était un peu ce qu'ils faisaient avec mais il n'était pas ciblé vers les moins nantis. Peut-être que le succès aurait été plus grand si, au lieu de redonner un montant égal à tout le monde, dans les autres provinces que le Québec et la Colombie-Britannique, s'il avait ciblé davantage vers les gens à faible revenu avec un montant plus substantiel, quitte à en donner moins aux gens mieux nantis, peut-être que l'acceptabilité sociale aurait été grande. Mais je m'avance parce que c'est vraiment quelque chose qui a été détesté et le gouvernement n'a pu que reculer. Là. Dans votre inventaire des mesures éco-fiscales, est-ce que vous en avez identifié qui étaient comme certaines qui étaient plus populaires, qui suscitaient un engouement des politiciens ou de la population? Non, je peux pas aller jusque-là. Les municipalités aiment beaucoup l'éco-fiscalité. Ils souhaitent en mettre davantage. Ils ont demandé au gouvernement du Québec des pouvoirs additionnels pour mettre de l'éco-fiscalité municipale. Tout est bien. Mais quand on regarde, ça reste quand même assez marginal en termes de recettes que la municipalité ou l'État peut collecter. Donc, on est pour la vertu, mais une vertu qui est quand même... On est dans des zones où les recettes collectées sont quand même assez, je ne dirais pas insignifiantes, mais peu importantes. Et donc, à ce compte-là, bien, ça fait pas mal, donc ça modifie peu les comportements. Il faut quand même être capable qu'il y ait de l'acceptabilité sociale, mais il faut qu'on soit capable de modifier les comportements en bout de piste. On a parlé d'utilisation des sommes et au Québec, on a toujours été géré par le ministère de l'Environnement. Les libéraux avaient suggéré et créé le conseil de gestion du Fonds vert pour essayer d'avoir un regard un peu plus indépendant que simplement le regard interne dans l'utilisation des fonds. La CAQ a aboli ce fonds de gestion du Fonds vert. Et aux États-Unis, pour revenir aux États-Unis, il y a une gestion qui est un peu plus éloignée des gouvernements dans l'utilisation des fonds. Est-ce que tu penses que cette gouvernance qui est un peu éloignée dans la gestion des fonds, est-ce que c'est important? Est-ce que
au Québec, on pourrait viser à retrouver un peu plus d'indépendance du politique? Mais je crois que oui, il faut gagner en indépendance. Il faut qu'il y ait plus de gouvernance non associée au gouvernement, donc de la gouvernance indépendante. C'est ça. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement, mais oui, c'est quelque chose. Il faudrait que chacune des mesures qui sont mises en place par le Fonds d'électrification soit évaluée, puis qu'on privilégie les mesures avec un maximum de rentabilité. C'est toujours la base, mais c'est l'évaluation qui est déterminante là-dedans. Et là, je reviens du côté de la fiscalité. Il existe tellement de mesures fiscales, bien, on ne prend pas la peine de les évaluer, et donc on ne sait pas la pertinence de ces mesures fiscales-là. Mais c'est la même chose ici. Là, on est dans des mesures qui seraient de nature budgétaire. Mais si à chaque mesure qui est mise en place dans le fonds, il faudrait les évaluer pour dire est-ce qu'on atteint l'objectif fixé, puis est-ce qu'on l'atteint avec un minimum de coût, cet objectif-là, et est-ce qu'on pourrait faire plus avec la même somme? Il me semble que c'est quand même des concepts de base qu'on apprend là, au premier cycle universitaire, mais qui doivent être mis en application. Ce matin, Grégoire Baillargeon a essayé de nous rendre optimistes en disant que non, il y avait quand même une conscientisation, mais t'étais pas arrivé encore. Mais il nous a donné un petit peu une petite dose d'optimisme, limitée, mais quand même, par rapport au fait qu'il y avait une conscientisation au niveau de la direction de beaucoup d'entreprises qu'il fallait agir sur le climat. Mais quand on regarde les cycles politiques, puis les propositions budgétaires des gouvernements ou des partis politiques actuels, on n'a pas l'impression que resserrer la vis fait partie de leurs propositions. En tant que fiscaliste, comment est-ce qu'on peut se dire on va avoir un parti politique qui va se faire élire en disant je vais resserrer la vis, je vais avoir un incitatif plus fort pour réduire la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre? Le cycle électoral est basé sur faire des promesses qui plaisent aux gens. Donc, arriver comme parti politique et dire je vais faire des promesses qui vont déplaire, je pense que l'année qui s'en vient risque d'être fort intéressante pour ceux qui aiment voir les promesses. Mais est-ce que les promesses seront pertinentes en lien avec ce que la société a besoin du côté environnemental? Là, j'y crois beaucoup moins. Là. Donc, il risque beaucoup plus d'avoir des promesses de réduire la taxe sur l'essence que de dire comment on pourrait augmenter la taxe sur l'essence pour modifier davantage les comportements. Moi, j'appelle ça le niveau de maturité sociale, où finalement on semble être très axé en tant qu'électeur. Si le discours politique est là-dessus, c'est comme si on avait une fixation sur le court terme et qu'on n'avait pas cette maturité pour se dire « OK, ça nous fait plaisir d'avoir des petits bonbons là, à court terme, mais qu'à long terme, non, il faut un cadre budgétaire plus rigoureux ». Est-ce que c'est possible, avec des travaux que tu mènes, que j'essaye de mener, d'éduquer, d'élever le niveau de maturité de la société pour qu'ils se disent non, ça vaut la peine d'investir, de payer des taxes plus élevées sur les situations problématiques pour nous permettre de financer des solutions et d'avoir notre cercle vertueux? La campagne électorale fédérale de 2007-2008, le Parti libéral, c'était Stéphane Dion, qui était le chef. Et lui, il arrivait avec une réforme, le grand tournant vert, là, je pense qu'on appelait ça en français. Et donc, c'était vraiment dire, je vais faire, puis là, ça tombait dans le domaine de la fiscalité, je vais faire une grande réforme de la fiscalité, puis tout ce qui est dommageable à l'économie va être taxé davantage, puis tout ce qui est favorable à l'économie va être taxé d'une manière plus favorable. Et donc, on arrivait à un redosage, mais qui n'a pas eu lieu. Mais là, est-ce que c'est la promesse centrale qui a fait qu'il n'a pas gagné les élections? On comprend qu'on perd les élections de manière avec un ensemble de promesses et non pas une seule, mais les gens sont quand même assez réfractaires à cette idée-là de changement, de dire on va revoir la manière de prélever les recettes. Les perdants sont toujours plus vocables que les gagnants. Les gagnants ne prennent pas le temps de dire que c'est une bonne idée, la réforme en question. Et donc, je suis peu optimiste à cet égard-là pour dire la prochaine campagne électorale au Québec, il va y avoir un gros brassage d'idées, puis on va aller vers ce qui est plus souhaitable en matière de fiscalité. Si on change de continent, puis on va en Europe, il y a même si on a beaucoup parlé des gilets jaunes et de la réaction négative par rapport aux gilets jaunes, qui était liée à une augmentation de la taxe carbone sur les carburants en France, mais sur une base de taxation qui était déjà beaucoup plus élevée. Et d'une manière générale, les Européens
arrive à tolérer un niveau de taxation, autant de la taxation, la taxe de vente, mais des taxations carbone à un niveau plus élevé que nous. Pourquoi? Est-ce que et ça, c'est une question que je n'avais pas imposée, on n'avait pas discuté avec Luc. Mais est-ce que toi, tu as des pistes? Parce que tu regardes la fiscalité et il y a une tolérance aux impôts qui semble plus élevée. De manière générale, les Européens, les pays européens sont davantage conciliants par rapport au poids de la fiscalité en général que les États-Unis d'Amérique. Et là, nous, on est aux États-Unis, mais avec une fiscalité un peu à l'européenne. Quand je dis nous, je parle du Québec, là. Donc, on a un poids à l'européenne, mais on a une structure de taxation un peu à l'américaine. L'importance relative de l'impôt sur le revenu en Europe est quand même moins important qu'ici, mais le poids est plus important là-bas qu'ici. Mais tout ça pour dire que c'est le dosage. On utilise beaucoup plus la tarification et les impôts à la consommation en Europe qu'ici. Ça serait le premier changement si on voulait dire ici, la condition d'avoir un poids élevé, c'est quand même d'avoir une structure qui est davantage axée sur les taxes à la consommation, qui est moins dommageable pour la croissance économique. Bon, mais c'est vrai qu'ils ont une tolérance plus grande. Cela dit, il y a sûrement un point de limite qu'eux aussi. Puis on l'a vu, c'est ça effectivement avec les carrés jaunes. Mais on est loin ici, là. Donc nous, on a des taxes sur l'essence beaucoup plus faibles, plus fortes que dans le reste du Canada ou plus fortes qu'en Amérique du Nord, mais plus faibles que si on se compare avec l'Europe, on a des taxes beaucoup plus faibles à l'égard de la taxation de l'essence. On se plaignait au Québec ou au Canada de payer 80 $ la tonne, le prix fédéral de la tonne de carbone, mais si vous regardez le prix de l'essence en Europe et la taxation supplémentaire de l'essence en Europe par rapport au Québec, c'est l'équivalent d'une taxe carbone de 200 $ la tonne que l'Europe imposerait, donc simplement avec son niveau de taxation sur les carburants plus élevé. Donc, malgré tout, il y a une tolérance, mais la beauté de la chose, et peut-être que même les Européens ne se rendent pas parfaitement compte, c'est que cette tarification-là permet de financer des transports en commun et d'un réseau ferroviaire qui est beaucoup plus efficace, ce qui fait que d'un point de vue énergétique, on consomme en Europe la moitié moins par habitant d'énergie pour le transport qu'en Amérique du Nord. Et les Européens se déplacent beaucoup aussi. Donc, effectivement, il faut continuer de militer, mais d'un autre côté, je dirais, c'est vrai que le système de plafonnement, ici, les taux sont beaucoup plus bas que ce qu'on peut observer. Puis quand on cumule ça avec les taxes sur l'essence, le total fait que c'est encore beaucoup plus faible. Mais au moins, du côté du SPED, on a quand même une assiette qui est assez large. Et ça, là, je ramène encore ça du côté de la fiscalité. Ce qui fonctionne le mieux, c'est un taux bas sur une assiette large plutôt qu'un taux élevé sur une assiette étroite. Et là-dessus, je pense que le Québec ne se trompe pas. Donc, au moins, on continue on est sur la bonne base avec une assiette large et un taux plus faible qui pourrait continuer de croître par la suite. Alors, qui va croître dans les années à venir, c'est certain. Puis on en reparlera dans le panel après le lunch, si vous restez dans cette salle-ci, parce qu'il y aura une concurrence entre deux panels très intéressants après le lunch. Alors, on a 5 minutes encore. Je ne sais pas si, François, tu accepterais qu'on pose s'il y a des questions dans la salle. On a beaucoup parlé, Luc et moi. S'il y en a, je vois Lenka qui lève la main. Alors, on va donner le micro à Lenka. Mais s'il y en a d'autres après, n'hésitez pas. Dans mon intro, tout à l'heure, je parlais du fait que le marché de carbone est quand même une réussite, entre guillemets, quand on parle d'autres environmental assets. Nous avons un fonds bleu au Québec. Il n'y a pas grand-chose dedans, mais ça existe. Le côté acceptabilité sociale, à mes yeux, est plus élevé pour l'eau qu'il est pour le carbone, parce que c'est quelque chose qu'on a tous besoin. D'un côté, on ne peut pas passer à côté, mais d'une autre, on voit souvent nos voisins, les gens autour de nous qui gaspillent beaucoup. Donc, l'idée de mettre un prix sur l'eau et l'avenir pour lequel le fonds bleu, excuse-moi, est-ce qu'il y en a une? C'était en fait une question que je voulais poser au panel précédent, puis je me suis retenu de poser la question en me disant je vais parler assez après. Mais la question que je voulais poser, c'est au Québec, on semble avoir une intolérance
à la tarification de l'eau et à la tarification de beaucoup de services municipaux. Par exemple, dans les provinces canadiennes, c'est au Québec où on tarifie le moins la collecte de déchets directement. Et on a très peu de municipalités qui ont un petit peu de tarification de la collecte des déchets. Et pourtant, on vise à réduire notre génération de matières résiduelles. Ça fonctionnerait parce que toutes les évidences montrent que si on tarifie même de manière très légère la collecte de matières résiduelles, les gens commencent à recycler un peu plus et à réduire. Et pour l'eau, il y avait une saga des compteurs d'eau au Québec là, qui faisait, c'était même pas tarifer l'eau, c'était simplement avoir un compteur d'eau pour pouvoir savoir quelle est votre consommation. Et là, on a rentré dans des débats des néolibéraux veulent venir privatiser l'eau et enlever ce bien essentiel à la population. Donc, il ne faut surtout pas commencer à compter la consommation d'eau parce que ça serait une pente glissante qui nous amènerait vers une privatisation totale et un capitalisme délire dans ce secteur-là. Donc, je pense que la maturité sociale pour accepter justement de payer davantage, elle est particulièrement faible au Québec, malheureusement. 100% d'accord, parce que effectivement, dès qu'on parle de tarifer, les Québécois sont comme un peu allergiques à la tarification, et pourtant, c'est ce qui fonctionne le mieux. Donc, vous avez raison, les Québécois sont attachés à l'eau, mais ils ne veulent pas qu'il y ait un tarif sur l'eau. Et s'il y avait un tarif, par contre, le danger économique, c'est que le tarif soit trop faible. Et que là, les gens se mettent à dire, bien, comme je paie, bien, j'ai le droit de nettoyer. Moi, je pense que c'est pour des raisons politiques. C'est toujours bien de dire, un politicien veut dire, j'ai un fond vert, un fond bleu. Mais après, la mécanique, la logique interne, c'est autre chose. Mais pour l'annonce politique, c'est une très bonne chose de dire, on a le fond des générations, on se préoccupe des générations futures. On a le fond bleu, on se préoccupe de l'eau. On a le fond vert. Mais c'est plus du marketing politique qu'une vraie volonté, d'après moi, qu'une vraie volonté d'agir en profondeur. Mais il y a une opportunité d'agir réellement. Absolument. Et là, je vais défendre le Fonds des générations. Je pense que ça fonctionne comme ça. Le Fonds des générations, ça dépend de la quantité d'argent qu'on met dedans. Donc, là, le Fonds bleu, je ne sais pas c'est quoi les entrées-sorties. Le Fonds vert, jadis vert, aujourd'hui d'électrification, tu es plus en même de me dire le volume d'entrées-sorties. Pour le Fonds des générations, c'est quand même en coût de milliards et ça a permis de réduire l'endettement québécois. Donc, si on ne le fait pas juste pour des raisons de visibilité ou de montrer qu'on agit, il y a moyen que ça donne des vrais résultats. Et il y a des fonds les moins connus qui ont peut-être les meilleurs résultats. Il y a un fonds qui a été créé, on va sortir une étude dans quelques semaines là-dessus, il y a un fonds qui a été créé sur l'amortissement, le fonds d'amortissement des régimes de retraite. Personne n'en entend parler. Moi, ça fait des dizaines d'années que je vais au budget. Moi-même, je lisais ça puis je passais toujours par-dessus parce que c'était comme peu intéressant. Mais ce fonds-là est en train d'avoir complètement changé le portrait de la dette québécoise à l'égard des régimes de retraite qui n'étaient pas ceux de la fonction publique. Là. Il n'y avait pas d'argent qui était mis de côté dans les années 70. Ils payaient les retraites des gens à même les revenus courants. Et ils ont changé ça dans les années 80. Et là, on est en train d'arriver à dire qu'il n'y aura plus de déficit des régimes de retraite du côté employeur. Et donc, je suis en train de scooper un peu ce que nous allons sortir dans quelques semaines. Mais ça montre que ça peut fonctionner des fonds. Puis ça ne veut pas dire qu'il faut qu'ils soient visibles. Au contraire, on vient de confirmer que des fonds non visibles peuvent avoir une pertinence. Mais s'il est seulement fait pour des raisons de visibilité ou de marketing, c'est sûr que là, le rendement est moins là. Luc, il faut tailler en France pour leur vendre le changement pour les régimes de retraite. On va l'envoyer à un certain Roland Lescure. Oui, François. Donc, ce n'est pas des questions plantées des associés de Sustainable Market Strategies, mais quand même, en tant qu'économiste, et parlant à un économiste comme Luc, on parle beaucoup de productivité au Canada depuis 1 an ou 2 et depuis l'élection. Moi puis Pierre-Olivier, on ne se définit pas comme économiste. On a toujours un deuxième chapeau. Moi, je me définis comme fiscaliste. D'accord. Ben, Pierre-Olivier aussi peut répondre. On a eu ce débat-là avec lui, mais l'idée, c'est qu'on voit qu'il y a un écart de productivité grandissant entre l'économie américaine et canadienne depuis des années. Et là, l'avènement de Trump au pouvoir aux États-Unis creuse encore davantage cet écart où il est encore plus évident, puis on voit qu'on va avoir beaucoup de croûte à manger dans les prochaines années, surtout dans un contexte tarifaire difficile. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut considérer que les taxes sur le carbone pourraient être un élément positif pour augmenter notre productivité dans l'avenir? Oui. A priori, à court terme, toute taxe nuit à la croissance du PIB. A priori, toute taxe nuit à la croissance du PIB. Par contre,
Ça, c'est le premier volet. Ça dépend de ce qu'on fait avec l'argent qu'on a, de la taxe. Donc, tout argent dépensé contribue à la croissance du PIB. Donc, là, ça dépend. Est-ce que la taxe, comme j'avais vu pour me préparer ici, j'avais regardé là, en 2030 au Québec, le SPED nuirait au PIB québécois, mais l'argent utilisé dans le cadre du plan le plan environnemental va contribuer à la croissance économique et au net, ça a un effet favorable. Donc, c'est l'effet net qu'il faut regarder. Mais c'est sûr que si on met un prix sur la pollution, ceux qui vont être le plus frappés par la pénalité vont devoir changer. Puis là, je parle de l'industrie, je ne parle pas nécessairement du consommateur, mais l'industrie va vouloir changer ses façons de faire. Et donc ça peut, les nouvelles technologies, ça ne peut qu'avoir un effet favorable sur la productivité. On a beaucoup regardé à la chaire de gestion du secteur d'énergie la productivité énergétique. On a un rapport qui va sortir bientôt là-dessus, et le Canada est vraiment en bas de différents pays auxquels on aime se comparer en termes de productivité énergétique. Ça veut dire qu'on est un des pays qui génère le moins de richesse par unité d'énergie consommée. Et c'est pourquoi, une des raisons, c'est qu'on a des bas prix et de l'abondance et que ça nous a amené à développer une structure industrielle et même dans la structure industrielle des industries qui, au lieu d'investir pour maximiser les matières premières, sont habitués à avoir des matières premières à bon marché et à en utiliser plus pour produire des choses. Et donc, on a une faible productivité, en partie à cause de l'abondance de ressources naturelles dont on dispose. Et en ayant des prix plus élevés sur l'énergie, sur le carbone, ça nous obligerait à revoir des procédés et d'investir dans une productivité plus grande pour faire de l'efficacité énergétique, baisser notre consommation d'énergie. Mais ça aurait l'impact collatéral de nous rendre plus productifs d'une manière générale, de revoir des chaînes de production et de mettre des nouveaux équipements qui non seulement consomment moins d'énergie, moins d'émissions de gaz à effet de serre, mais il y a toujours des co-bénéfices, sont plus productifs d'une manière générale. Donc en fait, même s'il y a l'impact à court terme, comme Luc l'a dit, là, peut être négatif, je crois fondamentalement qu'il peut y avoir, non seulement dans les réinvestissements des sommes, mais dans les ajustements que les entreprises et les individus vont faire dans leur comportement, ils vont être plus productifs. Si vous passez d'un Hummer à une bicyclette, votre productivité, elle vient d'exploser parce que vous avez beaucoup moins de capitaux investis dans votre mode de transport et vous faites le même déplacement, peut-être dans certains cas un peu plus long en vélo qu'en voiture, encore que souvent à Montréal, à l'intérieur de Montréal, c'est pas le cas, c'est plus rapide en vélo souvent qu'en voiture. Donc la productivité peut exploser avec des comportements qui sont très bons pour l'environnement. C'est à toi, François, de mettre la fin. Merci, merci messieurs, merci. Donc, voilà une excellente entrée pour notre lunch qui va se dérouler de 12h15 à 1h15 à la salle Claude Séguin. Donc, je vous invite à sortir par la salle ici, tourner à gauche, aller jusqu'au bout du corridor, tout au fond d'HEC Montréal. Vous allez trouver la salle Claude Séguin, là où se trouve le lunch. Cet après-midi, nous avons 2 panels concurrents. Dans cette salle-ci sera le panel du marché du carbone réglementé à 1h15, donc vers 1h10 dans la salle de lunch. On va vous inviter à revenir vers ici. Et l'autre salle sera la salle Garda World au 4e étage ici. Donc, vous prenez la sortie ici, vous marchez tout au fond jusqu'à HEC. Vous allez voir, il y a un escalier qui monte au 4e étage. C'est la salle Garda World et c'est là où se trouvera le panel sur les forêts cet après-midi pour débuter. Ensuite, nous ferons une pause café de 2h15 à 2h30 et nous terminerons pour les 2 derniers panels de la journée. Donc, sur ce, je vous souhaite un excellent lunch et on se retrouve à 1h15.